Bonjour Lionel. Bonjour Philippe. Donc Lionel, nous voici rendus de nouveau à notre rendez-vous. Oui, bien sûr. 5e module déjà. 5e module. Qui en fait est dans la lignée des différents modules que nous avons souhaité développer depuis que tu as énoncé une idée révolutionnaire dans le monde des sciences humaines, à savoir que l'inconscient est notre Dieu laïque. Alors aujourd'hui Lionel, nous envisageons d'aborder le rapport entre l'inconscient et la médecine. Oui. Et quel est-il ce rapport? Comment peut-on l'envisager? Mais l'inconscient et la médecine, pourquoi? Parce que l'inconscient est tributaire du monde environnant. Et donc en fonction de ce qu'il peut ressentir et de ce qu'il peut vivre, à ce moment-là, il faut que son métabolisme soit le plus sain possible. Et pour cela, il y a donc 4 idées motrices que je te soumets, qui sont donc le langage, parce que on parle des mots qui sont des aliments, mais également des médicaments. Les mots, oui, aliments et également des médicaments, tout à fait. Le langage, l'alimentation, évidemment, puisqu'ils sont aussi des médicaments. Et le métabolisme, c'est-à-dire que le corps va produire ses propres médicaments, et l'hypnose qui peuvent également aider l'inconscient situé dans le système nerveux entérique de pouvoir stopper un peu l'hypothalamus qui est situé dans l'encéphale et qui lui peut être toxique pour l'homme. D'accord, entendu. Donc dans un premier temps, abordons déjà le premier thème, le langage. Le langage. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, il y a au niveau de l'inconscient le langage dit et non dit, au niveau du comportement. Il n'y a pas seulement les mots, mais il y a également l'attitude et l'intention qui peuvent être un véritable médicament pour l'être humain. C'est-à-dire, si on est empathique et qu'on transmet une empathie naturelle, on peut le ressentir sans qu'il y ait parole. Un sourire, etc., qui est un très bon médicament, parce qu'on dit que de sourire, ça permet de déclencher les endorphines, la dopamine, et ça permet à tout être humain de se sentir bien, et notamment par le rire, puisque le rire est également très utile, est un très bon médicament, qui est un langage comportemental à ce niveau-là, qui peut être déclenché par des mots, et les mots, il faut faire très attention, parce que ce soit pour les bébés, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adolescents ou pour les personnes adultes, on sait qu'il peut y avoir des mots qui peuvent guérir comme des mots qui peuvent tuer. D'accord. Donc ce langage verbal et non verbal, il a une incidence réelle sur l'inconscient? Sur l'inconscient et sur le conscient. Et sur le conscient. C'est-à-dire que si par exemple on se met à t'insulter d'une manière ou d'une autre, il va se produire à ce que le conscient peut avoir une peur, donc déclencher l'adrénaline ou la noradrénaline par rapport à l'hypothalamus via l'hypophyse qui va aller dans les glandes surrénales et qui va transformer ça en adrénaline et noradrénaline, qui sont des neurotransmetteurs et qui vont permettre soit que tu puisses te battre ou de fuir en fin de compte. Ce que je te propose, c'est qu'on dissocie le langage que l'on peut porter de soi à soi, dans un premier temps, et puis ensuite le langage qui peut être émis entre deux interlocuteurs, soi et autrui. Déjà donc, un certain nombre de travaux ont déjà émis cette idée, et tu vas toutefois y revenir. De soi à soi, il faut que nous soyons donc extrêmement vigilants sur l'expression, sur les mots que nous nous attribuons à nous-mêmes. Tout à fait. Alors, ce qui se passe dans la problématique de l'être humain lorsqu'il reçoit des messages d'un schéma parental, si le message du schéma parental est très bien, le langage que tu auras vis-à-vis de toi-même sera positif, et si c'est un langage qui est négatif, le langage que tu auras vis-à-vis de toi-même sera négatif. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure de l'éducation, le conscient va devenir plus ou moins ton père, plus ou moins ta mère ou un de tes aïeuls. Et donc à ce moment-là, le jugement que tu vas porter sur toi peut être plus ou moins sévère. Très bien. Voilà. Et ça peut être inhibitoire complètement, et là tu vas fabriquer à ce moment-là au niveau du corps des médicaments toxiques, et non seulement, et en plus tu risques d'avoir une alimentation toxique. Que se passe-t-il lorsque nous nous tenons des propos néfastes? Il se passe que dans le corps, tu vas déclencher des substances en trop grande quantité, et le corps va rentrer dans un système auto-immun dépressionnaire,
en fin de compte. Et au lieu de déclencher la dopamine, tu vas déclencher trop d'adrénaline, de noradrénaline, et qui peut être destructeur, notamment au niveau cardiaque, au niveau ulcère, au niveau de l'estomac qui se met en colère, parce que l'inconscient, quand il n'est pas content, produit de l'acide chlorhydrique qui déclenche l'ulcère. Donc là, c'est pas un médicament, c'est un produit toxique qui va le faire. Alors, pour soigner, pour qu'il y ait un médicament, il faut que le langage que tu aies vis-à-vis de toi soit positif. C'est-à-dire qu'il faut aimer son inconscient, il faut mettre son inconscient en sécurité et le rassurer et avoir entièrement confiance en lui. L'inconscient, c'est qui ? C'est pour moi un être à part entière, puisque le premier cerveau primitif se trouve dans le système nerveux entérique. Donc il faut que tu aies un langage vis-à-vis de toi-même le plus positif possible. Lorsque tu as une idée négative, eh bien, il faut que tu la combattes le plus rapidement possible pour pas que le corps produise, au lieu des médicaments qui vont te soigner, ça va être des médicaments mais qui vont te détruire. Comme le Mediator par exemple. Par exemple. Ces mots donc émis par le conscient viennent toucher l'inconscient. C'est cela ? Oui. Et cet inconscient, il réagit par rapport aux mots. Comment réagit-il par rapport aux mots négatifs, par exemple ? Au mot négatif, l'inconscient dit au conscient, nous dit arrête de dire n'importe quoi, parce que l'inconscient est extrêmement direct. D'accord. Arrête de te raconter des histoires. Si tu continues à m'intoxiquer, l'intoxication ne sera de telle nature que je vais somatiser dans le corps. Il y aura une partie du corps qui va somatiser. À ce moment-là, tu vas avoir une douleur à l'estomac, tu vas avoir une douleur au cœur, tu vas avoir une douleur au milieu des omoplates, au niveau du chakra du cœur notamment. Tu peux avoir des douleurs dans le dos, dans le bas du dos, qui correspond à la couleur. Ça correspond à la somatisation c'est un livre qui a été écrit Dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as, de Michel Odoul, qui explique la somatisation et l'interconnexion entre le conscient et l'inconscient. Et le message de l'inconscient, lorsqu'on emploie un langage négatif, est une réaction somatique, par exemple au niveau des douleurs, mais également sur le plan hormonal et sur le point de vue endocrinien également. On peut dire en fait que l'inconscient, c'est un peu un inconditionnel qui nous aime. Oui. À 100% et qui donc est en réaction à chaque fois qu'il reçoit des jets verbaux qui sont pessimistes ou négatifs vis-à-vis de notre personne. Tout à fait. On peut vraiment le considérer comme ça. Tout à fait. C'est pour ça que il y a une phrase justement pour combattre ce langage négatif. Il y avait une phrase de Coué, la formation Coué, qui disait de se dire consciemment que tous les jours et de plus en plus et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et donc là, ce pharmacien Coué avait employé des mots médicaments, vous voyez, ce sont des mots médicaments, des suggestions positives, pour permettre au conscient de combattre bien sûr la toxicité des glandes endocrines qu'émet le corps au niveau de l'hypothalamus et le contrecarrer par l'inconscient pour justement émettre la dopamine qui est un médicament très efficace, ou les endorphines très efficaces contre l'adrénaline et la noradrénaline, et c'est en même temps inhibiteur de l'adrénaline. Donc que de se véhiculer très régulièrement des phrases encourageantes pour soi-même, oui, bienveillantes, etc. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un mode à pratiquer. Et donc à inciter nos auditeurs à réaliser le plus souvent. Tout à fait, mais la méditation par exemple est un très bon exemple de faire le vide dans la tête, se recentrer sur soi-même, d'entrer dans la vacuité, c'est la vacuité bouddhique, à ce niveau-là, de faire le vide pour justement d'inerter ce conscient. Donc c'est un exercice que l'on peut faire régulièrement dans la méditation bouddhiste ou autre. On peut se faire soi-même sa propre méditation en employant des phrases ou des textes sacrés ou pas qui sont positifs et qui amènent par effet de répétition à inerter la toxicité des idées négatives ou des mots négatifs justement au niveau du langage, parce que nous sommes récepteurs d'un langage et nous sommes très sensibles à ce qu'on peut dire de soi par rapport à l'image qu'on peut avoir de soi-même en fait. Tout à fait. Alors maintenant, les propos tenus par autrui sur soi-même, oui, nous les souhaitons bien évidemment qu'ils soient le plus souvent positifs possible, mais tel n'est pas le cas. Oui. Et bien des êtres humains sur cette terre sont malheureusement victimes de ce qu'on appelle les jeux négatifs, les paroles qui font mal. Oui. Très bien.
que dire à ce niveau-là? Que se passe-t-il? Donc un conscient externe s'adresse à notre propre conscient, qui lui-même répercute sur notre inconscient. C'est ça. Alors, que dire de cela? Comment s'en préserver? Par exemple, je vais te citer, on va être pratique, je vais te citer un cas de mots qui sont très dangereux, mais qui ont l'air anodins. Voilà, par exemple, la personne est à table avec des amis, sont en train de déjeuner tranquillement, et puis la belle-sœur dit à la jeune femme ah tiens, je trouve que tu as pris des formes. Alors, comme la personne est en train de faire un régime, eh bien la personne a pris ce message d'apparence anodine, d'une manière extrêmement violente, puisqu'elle voulait sortir de table pour se suicider. Donc vous voyez que des mots dits à certains moments avec une forme d'intonation et le fait que la personne peut prêter à l'autre personne une intention qu'elle a ou qu'elle n'a pas par rapport à ça, peut être dangereux pour la personne. C'est pour ça que lorsqu'on parle à quelqu'un, il faut bien la connaître au niveau de ses codes verbaux, parce que chacun a un code verbal qui lui est particulier, et a sa propre interprétation de mots. Par exemple, je te cite le cas d'une personne qui parle du revers de la médaille, par exemple. Pour lui, le revers de la médaille, c'est quelque chose qui sait très bien parce que c'est une médaille. Mais il n'a pas compris que dans son interprétation revers de la médaille, les gens ne vont pas la comprendre de la même façon. Tu vois? Donc, il faut connaître la personne à qui on s'adresse, respecter la personne comme être à part entière, et surtout dire un langage de vérité. Parce que si on dit un langage qui est rempli de mensonges ou de non-dits, eh bien, ça va créer une toxicité dans l'être humain, parce qu'elle va comprendre que vous mentez. Mais quand on est un enfant et qu'on raconte un mensonge, eh bien, quand on est plus grand, on reste dans le mensonge qui est dit, et ce poison perdure à l'intérieur du corps et peut interférer pour chaque être humain jusqu'à la fin de ses jours. C'est pour ça que je dis que chaque mot est un médicament qui peut sauver la personne ou assassiner la personne, parce que on sait très bien au niveau des pervers narcissiques que par la façon dont ils parlent, eh bien, par la répétition des phrases et des humiliations qu'il peut faire subir à l'autre, il peut assassiner l'autre personne par une dépression, par un suicide, etc. Et c'est pratiquement le crime parfait. Tout à fait. Donc là, on est complètement dans le sujet d'aujourd'hui. Quand tu parles par exemple de poison, voilà. On est vraiment lié à une notion de médecine, de médicaments, entre autres. De médecine, médicaments, en fait, ça n'est pas tant le mot en lui-même qui est générateur d'un méfait. Ce sont les substances chimiques qui sont déclenchées à la suite, en résonance de ces mots et de ces phrases, et qui impactent sur notre corps. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est tout à fait. Ok. Ce que je te propose maintenant, c'est que nous abordions l'alimentation. L'alimentation, oui. Nous sommes dans une même notion là, celle de la nourriture. Hein. Les mots, les verbes, le langage est une nourriture en soi. Là, on ne peut pas être au plus proche de la nourriture en parlant d'alimentation. L'alimentation. Alors, on y va. Oui, on a fait un chapitre qui est l'inconscient et son alimentation, qui indique les aliments qui sont dangereux pour l'homme et les aliments qui peuvent nous sauver et nous soigner. C'est-à-dire que dans l'alimentation, il faut concevoir que l'aliment est un médicament à part entière, parce qu'il y a des livres qui ont été écrits qui nous soignent, qui ont été écrits par des docteurs français qui sont partis en Chine, et qui ont parfaitement compris l'adéquation en fonction de ce qu'est la personne, si c'est trop yin ou trop yang par exemple, eh bien il faut qu'elle mange une nourriture qui soit yin ou yang, c'est-à-dire féminine ou masculine. Féminine ou masculine, autant pour moi. Et à ce moment-là, il faut faire une association au niveau des aliments qui soient adaptés à votre propre personnalité, parce qu'il y en a qui préfèrent manger chaud, il y en a qui préfèrent manger froid, il y en a qui sont trop acides, il y en a qui sont trop alcalins. Donc il faut rétablir l'alcalinité et l'acido-basique au niveau de chaque être humain par une bonne diététique, une bonne alimentation. C'est pour ça que, en se connaissant bien par rapport à ce que nous pouvons être au niveau du métabolisme,
métabolisme, il faut avoir une nourriture appropriée au métabolisme que l'on a. Il y a un livre qui a été écrit sur par rapport à cette nourriture. Donc, faut faire attention à ce que vous mangez parce que ce n'est pas gratuit. Hein. C'est comme les mots qui sont dangereux, qui sont des poisons. Il y a des aliments qui sont des poisons, mais ça je peux faire une petite redite, qui est le lait de vache, les produits laitiers, le beurre, le fromage, les yaourts, les crèmes fraîches qui sont toxiques pour l'homme, la farine de blé et la farine de maïs, ce sont également des toxiques, comme des mots toxiques que j'ai dit en préambule au niveau des mots. Donc c'est extrêmement dangereux pour notamment le système nerveux entérique, parce que ce que vous ingérez ne passe pas par le conscient. Vous digérez les aliments par votre estomac, vos intestins, qui est le premier cerveau primitif. Donc, et également le sucre blanc et le sucre roux de canne, qui sont des aliments extrêmement dangereux pour l'homme, parce que ça va bloquer tout le plan endocrinien, hormonal et métabolique. Donc, il faut faire absolument attention à ce que vous mangez, parce que chaque aliment peut être soit un poison, soit un médicament. Et donc, comme on est dans l'inconscience et sa médecine, eh bien, il vaut mieux prendre des bons médicaments pour vivre le plus longtemps et avoir une vie satisfaisante sur tous les points de vue, parce que l'alimentation interfère sur le mental, sur l'humeur, sur la dépression, sur les hormones et sur le plan endocrinien. Donc, mieux vous mangez, plus votre mental et votre psyché est en bonne forme, parce que c'est l'inconscient qui va nourrir par le système vague, par le nerf vague, l'encéphale, et qui va permettre à l'hypothalamus de bien diffuser les hormones par l'hypophyse. Là encore, ce que tu es en train d'évoquer est dans l'esprit de plus en plus de personnes à l'heure actuelle. Oui. Je pense que l'un des mouvements de réflexion de ce début du siècle touche à l'alimentation. Et en t'écoutant, je pensais à cette phrase qui dit « Je suis ce que je mange ». Tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu manges. Je suis ce que je mange. Tu es ce que tu manges, c'est une phrase d'Hippocrate. Absolument. Voilà, qui avait très bien compris à l'époque. Les Grecs avaient parfaitement compris la connotation entre ce que l'on mange et l'humeur dont se trouve la personne. Tout à fait. Donc là, il faut préserver notre citadelle, et donc de la même manière, être très attentif, et de plus en plus de personnes, on l'a vu, le sont. Que dire d'autre sur cette alimentation? Y a-t-il des préconisations L'alimentation, on peut la concevoir peut-être sur différents niveaux par rapport à la médecine. Oui. C'est l'alimentation classique que l'on a de tous les jours. Il y a également tout ce qui est les herbes aromatiques, toutes les épices également, qui ont des qualités médicamenteuses, qui ont des propriétés médicamenteuses, mais également les plantes. Les plantes qui peuvent faire partie de notre alimentation sont très utiles, ce qu'on appelait les simples à l'époque. Comme disait Goethe, j'ai dans mon pays des paysans qui sont des savants qui s'ignorent. Effectivement, ce sont des paysans qui connaissaient tellement bien les simples qu'ils pouvaient guérir des migraines, des problèmes de peau, des problèmes intestinaux, des problèmes de reins, enfin bref, moult et moult maladies de l'époque, notamment au niveau du Moyen-Âge. Eh bien, il y avait des phytothérapeutes, il y avait des pharmaciens qui faisaient de l'arboristerie, donc ils connaissaient parfaitement les plantes, et chaque plante avait une propriété médicinale, c'était un très bon médicament. Donc, ces médicaments naturels, notamment également l'homéopathie, qui peut entrer également dans ces médicaments-là, fait partie de la médecine de l'inconscient, c'est-à-dire après les mots, eh bien, il y a donc l'alimentation telle que j'ai dit tout à l'heure, qui sont de très bons médicaments. Donc, il faut prendre des produits en fait qui sont non transformés, parce que tous les produits qui ne sont pas transformés, ce sont les produits les plus aptes à être parfaitement métabolisés, notamment par l'hypophyse et également par la thyroïde qui va parfaitement synthétiser ces aliments. Quand tu dis donc non transformé, peux-tu nous donner quelques exemples? Non transformé, c'est tous les fruits, c'est tous les légumes, les légumineuses, c'est le poisson, c'est les viandes, c'est les œufs, c'est les crustacés, c'est aucun produit transformé. Donc tu vois, de la complexité à la simplicité, il faut revenir toujours aux choses simples, un langage qui est simple et aimant, une alimentation qui est saine et aimante. Au niveau des plantes, au lieu de prendre des molécules compliquées au niveau de la chimie actuellement, qui est en train de faire Fukushima en permanence au niveau du métabolisme, eh bien les plantes ont des effets qui sont tout à fait remarquables. Ce sont des molécules qui sont très simples et qui ont une efficacité redoutable. Donc si on met bout à bout ce genre de choses, on voit que l'inconscient et sa médecine, c'est-à-dire l'inconscient et sa médecine dans un sens
c'est une médecine vérité, c'est une médecine qui n'est pas menteuse, qui n'est pas trompeuse en fait. C'est une médecine qui est tellement naturelle qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà. Voilà ce que je voulais en dire par rapport à l'alimentation et aux herbes et aux simples, parce qu'il y a une interactivité entre notre corps et la nature en fin de compte, puisque d'après des scientifiques, ce sont les arbres, il y a ça 5 millions d'années, ce sont les arbres qui ont fait notre espèce, des primates à forte mâchoire, pour casser l'écorce des fruits pour disséminer ensuite par défécation les graines dans la nature. Donc on est issu d'une plante, donc des arbres qui ont fait notre espèce, et là il faut être respectueux de cette nature et être la plus proche, puisqu'on mangeait déjà des fruits ou des feuilles des arbres, il faut être très proche de cette nature et absolument arrêter toute cette industrie agro-industrielle qui mène à la mort, parce que ce sont des aliments qui sont morts en fait. Hein, les alimentations de vie et les alimentations de mort. Donc soit vous mangez de la mort, soit vous mangez la vie. Alors la vie c'est un très bon médicament, mais si vous mangez la mort c'est un poison. Vous empoisonnez votre sang, votre organisme, et c'est là où peuvent se déclarer tout l'effondrement du système auto-immun. Hein, et va se développer les cancers, puisqu'actuellement il est prévu qu'après 60 ans, un homme sur 2 serait atteint d'un cancer et une femme sur 3 serait atteinte d'un cancer dans les années à venir. Et ce qui est redoutable, c'est que cette mauvaise alimentation, eh bien, elle va être compensée ou tenter d'être compensée par une médecine traditionnelle qui va donc nous recommander des médicaments qui, la plupart du temps, ne vont pas nous aider, mais souvent aggraver des phénomènes ou déclencher d'autres phénomènes. Complètement. Il y a des médicaments qui sont très souvent en surdose, parce qu'on ne va pas mesurer l'efficacité du médicament forcément par rapport au système nerveux entérique, mais on va le mesurer au niveau de l'encéphale. C'est une aberration complète, puisqu'on sait très bien qu'en homéopathie, ce sont des doses infinitésimales qui ont une efficacité qui est certaine, ça fonctionne. Donc pourquoi le mettre au niveau de ces dosages, et pourquoi faire des molécules aussi complexes qu'ils sont en train de faire? C'est là où il faudrait développer une médecine alternative à base de simples, de plantes et d'homéopathie, et le faire d'une manière extrêmement sérieuse, être plus dans la recherche dans le naturel que plutôt dans la complexité, où par exemple dans le Mediator, l'isoméride, qui était déjà une molécule très dangereuse au niveau des amphétamines, a été reprise et un peu détournée au niveau de la formule. C'est toujours les isomérides, mais sous une autre appellation et mot, et cette tromperie-là eh bien, a fait qu'il y a des centaines de gens qui ont une valvopathie du cœur. Voilà, donc pour éviter ce genre de syndrome, eh bien, il faut quelque chose de plus simple, de la complexité à l'associer au niveau de la pharmacopée. C'est cela, oui. On peut donc supposer qu'il y avait une règle avec un grand R à l'origine, et que nous n'avons cessé de procéder à des dérèglements. C'est ça. Qui se sont accélérés principalement dans nos sociétés industrielles et post-industrielles en tous les cas. Hein, tout à fait. Tout à fait. Donc là encore, notre inconscient étant mal alimenté, réagit en conséquence. Est-ce qu'il essaie de nous faire passer des messages dans un premier temps, ou est-ce que dès le début il peut être comment dirais-je dénaturé ou déréglé? Comment ça se passe? Oui, parce que ce qui se passe par exemple au niveau du lait, lorsqu'il est ingéré par l'organisme, il faut savoir qu'il y a une trop grande partie de calcium du lait de vache qui est détruit par l'estomac et transformé en phosphate de calcium. Ensuite, le lait tente d'être éliminé par la glande thyroïde qui régule également le calcium dans le sang. Et les problèmes de thyroïdien peuvent provenir d'une trop grande absorption de laitage. Voilà, donc tu vois, ça c'est un exemple typique où ce que l'on mange a une incidence directe sur le plan endocrinien. Et au niveau notamment de l'alcool, c'est pareil. Et l'alcool a un effet anxiolytique sur un neurotransmetteur qui s'appelle GABA. C'est acide gamma amino butyrique, voilà, qui est un neurotransmetteur qui est extrêmement important pour inhiber
inhiber l'être humain, donc ça augmente son inhibition et ça a une influence directe sur sa qualité de vie, où il y a moins d'appétence, moins de libido, moins d'attention, perte de mémoire, etc. Et ça équivaut, puisque les neurotransmetteurs GABA sont situés pratiquement dans tous les neurones possèdent ce récepteur, et donc à ce moment-là, l'alcoolisation par exemple notamment, ou une trop grande absorption de sucre peut à ce moment-là encrasser les récepteurs des neurones et influer grandement sur l'humeur de la personne et dans son état pathologique. D'accord. Donc notre inconscient, là, il est observateur de ces phénomènes. Oui. Peut-il contrebalancer, enfin peut-il avoir une action, ou est-il simplement spectateur là, de ce qui est en train de se jouer? Mais il y a une action, et par exemple, s'il y a une infection, etc., l'inconscient va réagir au niveau du système auto-immun, si tu veux, par rapport à ça. Mais le problème, c'est qu'il va fabriquer beaucoup de globules blancs, il va fatiguer l'organisme, et à ce moment-là, on déclenche des cancers. Oui. C'est-à-dire que le cancer, c'est l'intoxication maximum de l'être humain. Mais par exemple, quelqu'un qui est alcoolique a toujours un syndrome de problèmes de maux de tête qui sont très violents, ça touche le cortex à ce niveau-là, ça touche le plan hépatique, ça touche le plan du niveau pancréatique, au niveau de l'hormone qui s'appelle l'insuline, qui est régulateur du sucre dans le sang. Et à ce moment-là, cette personne va avoir des troubles du comportement annonciateurs de la maladie future terminale, qui est éventuellement soit un cancer, soit une cirrhose, soit une pancréatite, soit un ulcère, enfin, etc. Tout ce qui peut toucher au système nerveux central. Nous sommes tout proches du troisième thème, le métabolisme. Le métabolisme, alors, oui. Que dire donc de le métabolisme, ce qui se passe, c'est qu'on a fait une découverte en sciences humaines extrêmement importante, qui est l'objet d'ailleurs de ma phrase « L'inconscient de point de vue laïque », c'est que Michael Gerson en 1998 a fait une découverte comme quoi le système nerveux entérique est un cerveau à part entière. Il émet 20 neurotransmetteurs sur 40. Donc c'est pas l'encéphale qui le crée. Pour moitié en tous les cas. Pour moitié c'est l'estomac, notamment la fameuse sérotonine qui est produite par l'estomac, la mélatonine qui est produite par l'estomac, également au niveau de le thymus, c'est pas le thymus, c'est l'épiphyse. Produit également la mélatonine, mais c'est l'estomac qui envoie le message à l'épiphyse. Donc il y a donc interconnexion totale des neurotransmetteurs entre l'encéphale et le système nerveux entérique. Et là, c'est un peu révolutionnaire parce que tout ce qui est de l'adrénaline, de la noradrénaline, de la dopamine, des endorphines, des neurotransmetteurs GABA que je viens de citer tout à l'heure, et le glutamate, qui est un neurotransmetteur qui est activateur des stimuli, le neurotransmetteur GABA qui est inhibiteur de stimuli, notamment. Les endorphines, c'est le cerveau et également l'estomac qui va produire des opiacés, l'équivalent de la morphine, la morphine endogène. La noradrénaline, c'est un neurotransmetteur qui aide à fuir et à se battre. En fait, et la noradrénaline a aussi le fait que ça donne le sentiment d'euphorie, de goût de la victoire, par exemple, quand on va se battre ou quand on va fuir, un sentiment de joie qui peut naître à l'intérieur de cela. Et donc l'adrénaline qui est produite notamment au niveau qui est produite par les glandes surrénales et qui peut être déclenchée par l'hypothalamus via l'hypophyse. Alors, autant de termes que nos auditeurs, spectateurs ont dû entendre ici ou là s'ils ne sont pas vraiment versés en médecine. Et pour ceux qui sont en médecine, ils auront reconnu tous ces termes. En tous les cas, ce que l'on comprend, c'est que cet inconscient, c'est une véritable centrale qui, en plus, comme tu le disais, a été dotée de neurotransmetteurs ô combien importants. Et que jusqu'à présent, enfin il y a encore peu de temps, on associait à l'encéphale. Tout à fait. Oui. Que dire encore donc par rapport à ce métabolisme? Le métabolisme, ce qui est important, c'est que chaque fois que vous mangez quelque chose, le corps va le métaboliser, notamment par
le message qui va être envoyé par l'hypothalamus via l'hypophyse, Oui. et qui va l'envoyer au niveau de la thyroïde, qui sont des glandes endocrines, qui va permettre de dispatcher dans le corps humain, au niveau des cellules, au niveau notamment de la croissance de chaque être humain, ce qui est important, le bon dispatching des aliments au niveau sanguin. Ouais, c'est l'unité centrale. C'est une unité centrale. Ouais. Et qui n'est pas simplement physiologique, mais qui est aussi, on va dire, presque psychique, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, c'est une unité centrale. Oui, tout à fait. Okay. En parlant de l'inconscient. On parle de l'inconscient. D'accord. Oui, parce que la thyroïde est une glande extrêmement importante oui, par rapport à ça. Oui. Mais le départ de tout cela, c'est le système nerveux entérique et pas l'encéphale. Les messages sont envoyés par l'inconscient. Après, le problème conscient qui est dans l'encéphale peut avoir une incidence sur l'hypothalamus. Oui. Et c'est là où il y a une dichotomie, si tu veux, de rupture entre le conscient et l'inconscient. C'est que si tu produis trop d'un neurotransmetteur, ça va interférer par rapport à l'inconscient. Et c'est là où il y a le clash au niveau du métabolisme, c'est là où il y a un clash au niveau somatique, c'est là où le corps va faire des messages somatiques, brûlures, problèmes cardiaques, tachycardie, etc. Parce que le conscient n'est pas en harmonie d'une manière instinctive avec l'inconscient. C'est cela. D'autres choses au niveau de ce métabolisme? Le métabolisme par rapport au niveau endocrinien, au niveau des glandes, puisque les neurotransmetteurs peuvent être transformés ensuite en hormones, par exemple avec la noradrénaline et l'adrénaline, ça déclenche une hormone à ce niveau-là qui va être régulateur au niveau parce que l'adrénaline et la noradrénaline, ce qui va se passer lorsqu'on est en état de stress notamment, eh bien ça va être un activateur du cœur et ça va permettre un échange beaucoup plus rapide au niveau sanguin pour que tu sois le plus efficace par rapport à ton mode de défense. Donc là, ça a une importance. Au niveau endocrinien également, on peut parler de tout ce qui est testostérone, c'est-à-dire pour que l'homme soit l'homme, que la femme soit la femme, c'est une incidence. Le thymus, au niveau de la femme, au niveau endocrinien, ça va réguler son système auto-immun, ce qui est quand même très important. Au niveau de la thyroïde par rapport à l'homme, eh bien, par rapport au dispatching pour bien métaboliser l'ensemble des vitamines et l'ensemble de tout ce que tu ingères à l'intérieur du corps pour bien le répartir dans l'ensemble du corps. À ce niveau-là. Et puis comme je te dis, l'hypothalamus également va envoyer des messages à l'hypophyse qui va répartir ces neurotransmetteurs sur l'ensemble du corps. Donc au niveau de la famille qui est adrénaline, noradrénaline, endorphine, les neurotransmetteurs GABA et le glutamate, il faut qu'il y ait une harmonie sur l'ensemble de ces neurotransmetteurs pour que tu sois le plus vieux possible déjà. Au niveau cardiaque, ça se fonctionne bien, au niveau pancréatique, au niveau rénal, etc. Donc le métabolisme, quand il est bien nutri, sur le plan de vue, eh bien, au niveau des neurotransmetteurs, ça va permettre de faire le courant électrique, si tu veux. Ça va permettre de faire l'électricité dans l'ensemble du corps et permettre à ce que le corps soit le plus pur possible, d'une part, et en même temps que ça va modifier ta forme de pensée. Alors, et ça c'est important, c'est-à-dire si tu surcharges le métabolisme, ça peut être inhibiteur et à ce moment-là tu vas freiner au niveau des neurotransmetteurs. Si tu en prends trop, ça peut être activateur, trop d'agressivité, à ce moment-là il faut diminuer. Et donc là, pour réguler cet ensemble de choses, soit il y a la méditation, ce qu'on a parlé au départ, soit il y a le 4e chapitre qui pourrait s'appeler l'hypnose ou auto-hypnose dont on a parlé un chapitre sur lequel nous allons revenir. Sur lequel on va revenir. Qui est le 4e chapitre. En tous les cas, là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'important qui fait lien avec ce que nous avons parlé depuis le début de ce module. C'est que la boucle se boucle quelque part à propos, en tous les cas, du langage. Donc, quelques mots par rapport à ça. Effectivement, non seulement que nous soyons attentifs à avoir un langage pour nous-mêmes ou via autrui qui soit bienveillant pour nous, a une importance,
Évidemment, autant il est important de veiller à son alimentation, et tu l'as évoqué, afin d'être le plus souvent possible, je dirais, en paix avec son corps, enfin dans une forme d'équilibre, d'homéostasie, enfin, on peut mettre tous les mots que l'on veut là-dessus. Mais tu as aussi, tu nous fais bien comprendre que grâce à cette bonne maîtrise des mots et de l'alimentation, et donc de son influence positive sur le métabolisme, et bien là on monte en spirale parce que la conséquence de cette paix en nous permet d'élever notre pensée et d'avoir donc d'autres propos pour nous-mêmes qui nous entraînent ou nous font ascensionner, en tous les cas normalement, vers plus de spiritualité. Est-ce que nous sommes en phase? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que plus on travaille dans un langage le plus approprié, langage vérité, il ne faut jamais mentir, plus on mange une nourriture où on ne ment pas, c'est une nourriture qui est simple et saine pour l'être humain. Plus on régule bien au niveau des neurotransmetteurs, le plan de vue hormonal et endocrinien par rapport à l'ensemble du plan endocrinien, l'ensemble des glandes qui nous gouvernent, eh bien à ce moment-là, il va se passer un phénomène qui est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'on se détache du mensonge et on s'élève vers la vérité. C'est-à-dire c'est une élévation de soi-même, par la science et la connaissance, mais toujours en partant du principe fondateur de la complexité à la simplicité. C'est-à-dire qu'on doit revenir à ce que nous étions à l'origine, ça reprend les propos qu'on a eus sur d'autres épisodes, on doit revenir à l'origine des temps pour retrouver l'esprit originel de l'homme. Et l'esprit originel de l'homme, c'était un esprit qui était en harmonie totale avec la nature, on était en symbiose, et on était tout le temps dans les endorphines, c'est-à-dire dans la molécule du plaisir, et c'est ce monde perdu qu'il faut retrouver, c'est le fameux paradis perdu d'Ève et d'Adam, l'élévation de soi-même et par soi-même, et simplement le paradis que chacun peut avoir, et l'hypnose est un outil tout à fait passionnant et simple et redoutable, qui va permettre non seulement au corps de parfaitement métaboliser, permettre au corps de se libérer des tensions du passé et permettre à l'être humain de se lever d'une part d'une manière telle que les situations qu'il rencontrera et les gens qu'il rencontrera seront du même niveau de son niveau de spiritualité. Voilà, alors j'incite à toute personne à ce niveau-là de faire des séances en hypnothérapie pour arriver à une élévation de ce type-là, et j'ai des outils notamment redoutables, notamment les fameuses valises en cuir en hypnose, qui vous font une élévation de vous-même par vous-même. En plus, l'avantage, c'est que vous n'avez rien à faire, même pas à penser, puisque le conscient, on le sait dans cette histoire, n'a pas voix au chapitre. Oui, donc nous allons aborder tout de suite cette hypnose, ou en tout cas y revenir d'une certaine manière. Oui. Si l'on s'autorisait une image, en fait, nous pourrions dire que les êtres humains, s'ils ne sont pas soucieux des premiers thèmes que nous avons abordés, c'est-à-dire le danger éventuel du langage ou d'une mauvaise alimentation, en fait, ils sont comme sous une forme de pesanteur, de gravité. Ils ne peuvent pas s'élever, ils ne peuvent pas s'ascensionner. C'est ça. Et si nous continuons d'utiliser cette image par rapport à l'inconscient, est-ce que celle que je vais te proposer te conviendrait, à savoir, imaginons que tant que nous ne sommes pas attentifs au danger du verbe ou de l'alimentation, c'est comme si on satellisait sur le net et que donc on ne s'autorisait pas à sortir d'un certain système, prenons par exemple le système solaire, pour se rapprocher de la source qui est l'inconscient. Est-ce qu'une image comme ça te conviendrait? Complètement. Tout à fait. Et malheureusement, nous sommes tellement sur cette terre à rester ancrés sur cette gravité, et malheureusement cette pesanteur en plus est souvent polluée, elle nous tasse, elle nous tasse, c'est bien ça. Alors l'hypnose peut être un autre moyen de s'extraire et de s'élever. Ce que je te propose, c'est que tu nous en parles pendant quelques minutes. Voilà, donc au niveau de l'hypnose, c'est un outil qui est employé depuis la nuit des temps. La transe hypnotique a été employée chez la médecine, par tous les tamans, et par leur inspiration, ils pouvaient guider les peuples à se sortir de telle ou telle situation, soit pour faire venir la pluie, ou soit pour que les pâturages soient beaux, soit en bonne santé, soit que tout le monde soit heureux, etc. Ce qui est une vérité universelle, c'est que les gens ont toujours aspiré à ce genre de bonheur humaniste. Et donc, l'hypnose maintenant, en tant que médecine à part entière, si tu veux, parce que ça fait partie du 4e volet
dont on a parlé, cette hypnose va donner des médicaments par des mots, médicaments. Voilà. Et ces mots médicaments, c'est quoi en hypnose? Ce sont des mots vérités, c'est-à-dire que on doit toujours avoir un langage, et on rejoint les mots par rapport à ça à l'inconscient, les mots vérité, c'est-à-dire le thérapeute en séance doit toujours dire la vérité dans son travail, c'est-à-dire qu'il doit parfaitement expliquer ce qu'il fait, il doit dire le protocole en amont. Voilà. Et en hypnose, d'une part, vous ne dormirez pas, en hypnose ericksonienne, vous serez en hyperconscience, donc vous ne dormirez pas, vous entendrez tous les bruits, et vous sentirez simplement un état de conscience modifié, mais dans un sens de la détente en fait. C'est-à-dire que vous allez comprendre intuitivement ou furtivement, ou même des fois pas complètement, qu'il y a une autre chose qui nous gouverne, c'est l'inconscient qui va émettre des endorphines. Vous avez trop d'adrénaline ou noradrénaline, eh bien l'inconscient par hypnose va couper ces neurotransmetteurs et va y adjoindre la dopamine qui combat le stress et les endorphines, des opiacés, et qui va vous mettre dans des états de détente tout à fait remarquables. En plus, l'hypnose au niveau médical est un hypotenseur cardiaque, donc c'est très très pour tous ceux qui ont des problèmes de piles cardiaques ou de problèmes cardiaques ou d'hypertension artérielle notamment, l'hypnose en continu par des CD que j'ai fait notamment anti-stress 2 qui est un très bon hypotenseur cardiaque, oui, va remettre le cœur à un niveau de tension tout par les endorphines et la dopamine. Donc on va faire émettre par des mots médicaments des messages qui vont être envoyés à l'inconscient, qui va le traduire lui-même par les endorphines et la dopamine, qui sont des médicaments qui vont permettre à la personne d'être soulagée de douleurs gastriques, de maux de tête, de migraines, de peur, de phobie, de peur panique, enfin bref, tout ce qui est stress, déprime, tout ce qui est de l'ordre de la dépression, notamment. Ça peut même aider les schizophrènes qui ont malheureusement des troubles qui sont conséquents, et l'hypnose peut être un outil quand c'est bien utilisé par rapport à ces phénomènes-là. Donc l'hypnose est un bon médicament pour toutes les personnes. En plus, ce n'est pas toxique parce que ce sont des médicaments qui vont être déclenchés notamment par l'inconscient, et l'inconscient, en plus de la dopamine et des endorphines, peut déclencher une substance équivalente à la benzodiazépine, et qui est un antidépresseur assez puissant, qui est produit par les intestins. Et donc, on a tous les produits et les médicaments nécessaires pour le cœur, pour les reins, pour les intestins, parce qu'en hypnose, j'ai des personnes constipées qui après l'hypnose sont parties se vider la vessie à ce niveau-là. Ils ont fait un neurotransmetteur qui leur a permis d'évacuer la vessie et les matières. Donc ce sont des travaux qui sont très importants, et lorsqu'on sort des séances, eh bien, on a encore l'effet des endorphines, c'est-à-dire on est un peu shooté entre guillemets, quoi. On est un peu KO, surtout quand on est très 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 fatigué. Là, l'inconscient, pour ça, souvent de fois, en sortir pas souvent de fois, mais il arrive parfois que des patientes ou des patients prennent un café pour rentrer chez eux en voiture, parce que les médicaments ont tellement été puissants de l'inconscient que il faut de temps en temps prendre un petit thé pour repartir chez soi, parce que en voiture, il faut faire attention quand on fait des séances d'hypnose. Voilà. Oui, puisqu'en fait, on voit qu'il y a au moins deux processus qui sont déclenchés par l'action que tu es en train de nous énoncer. Il y a un côté réparateur, et on reviendra sur le côté élévateur après, mais là on est vraiment dans de la réparation, on est dans du gros nettoyage même, hein. Mais ça va assez loin, parce que l'inconscient peut, lorsqu'il y a une fracture par exemple, l'inconscient peut réduire votre fracture 30% à 33% du temps. Ça peut refermer des plaies, ça peut faire une reconstitution de la myéline d'une artère cérébrale. J'ai fait en hypnose une personne qui avait une dépréciation, une détérioration d'une myéline d'une artère cérébrale. Au bout de 4 mois avec constatation d'image IRM, eh bien, l'inconscient a reconstitué la myéline de l'artère cérébrale. Donc les applications sont immenses. On peut opérer ça très facilement en chirurgie, on peut opérer au niveau des dentistes. Donc ce sont de très bons antalgiques. En fait, l'hypnose est un très bon antalgique, et ça permet de soulager énormément de douleurs, et permettre même à préparer au niveau des opérations pour ouvrir, etc.,
quelque niveau du corps que ce soit, eh bien les endorphines du corps sont tellement puissantes que vous allez pouvoir subir l'opération. Et on voit bien que là, sans prétendre se substituer totalement aux médecines traditionnelles, on voit que sur beaucoup de plans, en tous les cas, cette médecine, elle est agissante. Et l'avantage, c'est qu'elle est rapide, elle n'a pas besoin d'acquérir je ne sais de combien de médicaments, de partir dans de la posologie, etc., etc. Tout à fait, et c'est pour ça que tout un chacun, puisque l'inconscient c'est l'élévation de l'homme par l'homme, tout un chacun est son propre médecin. Donc nous sommes tous des médecins en puissance, ça n'a pas besoin de faire médecine, il suffit simplement d'avoir un langage vis-à-vis de soi le plus positif, il faut avoir une alimentation le plus positive, il ne faut pas nourrir le corps pour qu'au niveau du métabolisme hormonal et endocrinien on soit le mieux possible, et par la méditation, eh bien c'est encore de la médecine, mais tout à fait naturelle, et qui peut être employée par tout un chacun, et à ce moment-là on peut dire que chaque être humain, après que j'ai dit que nous sommes tous des dieux, nous pouvons être également tous des médecins. Tout à fait. Quelques mots maintenant sur l'autre aspect, c'est-à-dire cette vertu ascensionnelle, élévatrice, je dirais, plutôt, concernant l'hypnose. Cela nous permet tu vois où je veux en venir, ça nous permet donc de dépasser un certain nombre de stades et de nous conduire vers ce que tu vas nous évoquer. Donc on y va. Oui, disons que pareil par l'ensemble des 4 chapitres qu'on vient d'évoquer, l'homme va s'élever lui-même par lui-même et va développer ses intuitions. L'intuition, c'est le langage, l'un des 3 langages, mais c'est le langage principal de l'inconscient, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous parlez bien, où on vous parle bien, où vous mangez bien, vous métabolisez bien, à ce moment-là, l'intuition va être la plus pure possible, et à ce moment-là, vous allez être proche de votre centre. Et en étant proche de votre centre, vous allez avoir une vie-vérité, c'est-à-dire que vous allez savoir dire non, vous allez savoir dire oui, vous allez savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et ça va vous permettre d'avoir une vie, et c'est là où je rejoins l'un des fameux concepts, où vous allez devenir en fait mortel et intemporel. C'est là la finalité en fin de compte. Être immortel, c'est-à-dire vous ne souffrirez jamais plus de votre vie jusqu'à la fin de vos jours, et intemporel, le temps n'existera plus non plus, c'est-à-dire quel que soit le degré de vieillissement du métabolisme tel qu'il est constitué au niveau de notre corps, eh bien notre cerveau vivra éternellement, et s'il s'atteindra dans le futur, c'est parce que le cœur s'arrêtera, mais l'esprit ira jusqu'au bout de son terme, c'est-à-dire qu'on pourra mourir de sa belle mort dans son lit, et on fera un beau sommeil, et les endorphines se déclencheront au niveau de la mort, et on partira en ayant l'impression que le lendemain on pourra se lever. Alors avant de parler de cette étape ultime que tu viens d'évoquer, en tous les cas, ce que l'on comprend bien, c'est que donc en travaillant sur soi, si je puis me permettre une image, c'est comme si cela nous permettait de découvrir autre chose que le spectre lumineux tel qu'on le connaît. On sait très bien que les êtres humains, par exemple, n'ont pas de capacité à voir infrarouge ni ultraviolet. Et le message à faire passer là, c'est que en dépassant certains stades, la relation, le discours, ce qui se passe en nous, entre dans des zones insoupçonnées. Et je pense que c'est un point sur lequel il faut insister, c'est que nous sommes tellement, nous occidentaux, dans notre monde matérialiste, nous sommes tellement convaincus que c'est l'extérieur qui a de l'importance, nous sommes donc tellement matérialistes que nous en avons oublié que la vraie richesse c'est avant tout intérieur, et qu'il y a un véritable univers, et comme nous voyageons peu dans cet univers, nous n'imaginons pas qu'il puisse exister un certain nombre de zones qui nous sont pour l'instant inconnues. Or, ces zones, ces stades existent. Et on voit bien d'ailleurs que ici ou là sur cette planète, des personnes qui ont renforcé, qui ont développé leur spiritualité, atteignent une forme d'aura, de rayonnement, de bien-être
que le commun des mortels n'a pas. Sommes-nous là encore? Oui, mais tu m'as même évoqué une chose que je ne sais pas, que je ne connaissais pas. Tu m'as évoqué que les grands maîtres, notamment en Inde, lorsqu'ils se déplaçaient, il y avait une aura qui était tellement puissante que on pouvait voir cette aura, certains avaient cette capacité de voir cette aura, pour indiquer que c'était un maître, en fait, en termes de spiritualité, en fait. En fait, puisque tu évoques... Parce que tu parles du rayonnement, c'est pour absolument, ça. C'est dans ce sens-là. Puisque tu évoques ces maîtres, alors déjà, on peut déjà évoquer quelque chose de plus simple avant de revenir sur les maîtres hindous. Vous avez sans doute entendu évoquer ici ou là des personnes qui, lorsqu'elles rentrent dans une pièce, ont une forme d'aura, c'est-à-dire que le public du lieu se tait, tourne la tête. Donc il y a des gens qui dégagent ce qu'on peut appeler un magnétisme ou une aura, enfin peu importe. Chose donc bien réelle d'ailleurs. Allons un tout petit peu plus loin. Il vous est arrivé plein de fois dans votre vie de sentir que quelqu'un vous regardait dans le dos. Tout simplement parce qu'elle dégageait sur une certaine longueur d'onde, une certaine forme donc je dirais de puissance. Revenons sur les comment dirais-je, les grands maîtres hindous, quelques instants. C'est très en lien avec ce que l'on voit depuis le début du module, puisque est-ce que ces hindous mangent beaucoup? Non, ils mangent extrêmement peu. Ils sont végétariens. Ils sont végétariens. C'est ça. Se contentent-ils de ce peu chaque jour? Oui. Semble-t-il être, comment dirais-je, ascensionné, ou en tous les cas dans une certaine élévation spirituelle? Vraisemblablement oui. Ont-ils l'air malheureux? Je n'en ai pas l'impression. Voilà. Parce qu'il y a une célèbre cuisine indienne qui s'appelle l'Ayurveda, qui est l'équivalent de la cuisine chinoise avec le yin et le yang. Ils ont parfaitement compris l'adéquation de ce qu'était l'être humain et ce qu'il fallait manger en fin de compte. Donc ils ont les mots qu'il faut pour le dire, parce qu'ils ont des mantras, des mandalas, ils ont une philosophie extrêmement puissante, parce que c'est que des mots positifs, des phrases extraordinaires à ce niveau-là, ce qui les met en état d'élévation et de transe, parce qu'il y a des peuples hindous qui connaissent parfaitement la transe hypnotique, ils savent très bien que ça leur fait un plaisir, notamment par la musique, notamment de Ravi Shankar, je vous conseille, c'est extraordinaire, avec un maître qui joue du tabla, je ne me rappelle plus, qui s'appelle Aga Khan, enfin je me trompe certainement, mais vous verrez ça sur YouTube, Dailymotion avec Ravi Shankar, un maître de tabla, c'est-à-dire des petits djembés, et cette élévation par la musique, cette élévation par la prière, parce qu'on a parlé du langage, mais on a oublié la chanson et la musique, parce que la musique est aussi un très bon médicament. Hypnose musicale par excellence. Absolument, c'est une hypnose musicale par excellence. Donc ils ont la musique, ils ont les mantras, ils ont la diététique. En plus, ils ont une philosophie de détachement de bien, donc d'immatérialité et d'intemporalité. Et en fait de compte, ils sont en complète osmose avec la cosmologie, parce que tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Et en fait, ils ont parfaitement compris que au niveau de l'intériorité de l'âme, c'est-à-dire au niveau, pour moi, dans l'estomac et les intestins, eh bien, c'est dans cet univers-là qu'il faut aller, c'est-à-dire vers l'être vérité et l'être de lumière que tout un chacun possède, parce que tout le monde a cette puissance et tout le monde peut l'acquérir. Tout à fait. Et donc là, ton discours comme le mien, je n'ai pas demain d'essayer de reproduire ce que font ces maîtres hindous. On n'a pas besoin. Parce qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'on n'en a pas besoin. Chaque personne peut trouver son propre texte, absolument, ou sa propre musique. Et c'est vrai que pour pas mal d'occidentaux qui auront une autre idée de la vie, du progrès, etc., les maîtres hindous peuvent paraître très éloignés du mode de vie que nous connaissons ici. Notre discours à l'un et à l'autre donc serait plutôt une voie médiane. On peut rester tout à fait, on peut vivre dans l'Occident, mais tout en pratiquant. Tout à fait, c'est une voie qui est parallèle, un peu médiane, je ne dirais pas, mais parallèle. Mais je pense que la spiritualité, on l'a en tout un chacun. Il n'y a pas besoin d'une religion, d'une philosophie quelconque, parce que c'est votre religion, c'est votre philosophie. Il n'y a personne au-dessus de vous, il n'y a personne en dessous de vous, puisque les inconscients, qui est représenté par l'estomac et les intestins, pour moi, ça représente Dieu. Dieu, c'est l'homme, donc c'est tout simplement, nous sommes tous des dieux. C'est sûr que la représentation de Dieu, devrait être pas un Christ qui est sur une croix, mais simplement un estomac et les intestins. Bon, c'est un peu iconoclaste, mais disons-nous, ce serait la vérité. Oui. Nous sommes
tellement habitués à être éloignés de nous-mêmes jour après jour qu'il serait peut-être temps d'essayer de nous découvrir tout simplement. De trouver une voie spirituelle qui est en nous et qui est très simple à faire, et l'hypnose peut y contribuer. Et comprenons bien que ce ne sont pas que des simples mots, nous sommes uniques. Vous le savez par votre code génétique. Si besoin est, si vous avez besoin d'une passerelle, je dirais à connotation scientifique, pour vous en assurer, mais vous en avez une, le code génétique. Selon nous, ça dépasse même le code génétique que de bien comprendre que nous sommes uniques sur cette terre et dans cette vie au sens général. Mon cher Lionel, c'était un plaisir. J'espère qu'il a été partagé par les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Ouais. Par moment, ton sujet t'a amené à nous formuler une terminologie, je dirais, docte, qui pourrait paraître docte, mais qui peut paraître docte, mais il faut bien parfois mettre des mots précis sur des choses précises. Tout à fait. En tous les cas, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. Et puis rendez-vous à un module 6. Nous savons d'ores et déjà de quoi il se compose, mais pour la suite. À bientôt et au prochain épisode. Au revoir. Au revoir.